Heureux d'être à cette conf et de pouvoir vous présenter un petit peu ce que nous avons découvert et appris sur ce sujet de la voix au texte et du speech to text côté open source plutôt. Voilà, donc moi je suis Aline Papono, je travaille chez Adeline. Nous sommes des experts en moteur de recherche. On intègre pas mal de solutions, dont principalement très souvent Elasticsearch, mais pas que. Voilà, on fournit du conseil aussi, des formations. On essaye de faire vivre un petit peu notre blog là sur notre site adeline.com. Donc n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. On recrute du monde s'il y a des intéressés aussi. Voilà pour moi. Bonjour. Donc merci d'être venus si nombreux. En fait, on s'y attendait pas, à vrai dire. Donc moi, c'est Lucien Précoupe. Donc je développe avec mes collègues une plateforme moteur de recherche en fait qui s'appelle all.site. Et donc c'est un use case en fait de ce qu'on va vous présenter en fait donc le speech to text. Donc All.site, en fait, c'est un moteur de recherche qui fonctionne comme Google, mais il a l'avantage de pouvoir aller plus loin, en fait. Donc, il peut aller aussi sur votre Slack, sur l'intranet de l'entreprise, sur Confluence, Jira, SharePoint, OneDrive et tout. Donc, ça vous permet d'organiser vos données, en fait, mais pas seulement donc, les données d'Internet aussi. Donc, ça fonctionne exactement comme Google. Et donc, c'est aussi un moteur de recherche collaboratif, en fait, donc, parce qu'il fonctionne sur le modèle de Wikipédia et de GitHub aussi, en fait, parce qu'on code et puis on partage le code. Donc aujourd'hui, speech to text, c'est des choses qui ont énormément évolué, notamment parce que il y a eu tout l'avènement de machine learning, deep learning. Donc c'est beaucoup utilisé. On se rend compte, bien entendu, de l'utilisation qu'on a avec les assistants vocaux, Alexa, etc. Mais on verra plus tard qu'il n'y a pas que ça, bien loin de ça. Voilà, donc c'est très très puissant, c'est disponible vraiment partout. C'est disponible dans nos mobiles, dans des tout petits devices, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Mais on se rend compte, bien sûr, que très souvent, c'est plutôt via nos grands opérateurs du cloud. Voilà, donc plutôt Google, Amazon, Microsoft, etc. Donc effectivement, tout se passe vraiment plutôt côté serveur toujours. Donc notre voix est envoyée, traitée quelque part, et puis interprétée. Il existe aussi des solutions offline, mais en tout cas, voilà. Si jamais on se penche un petit peu plus sur le sujet, et si on regarde ce qui se passe quand on a le micro Google, en fait, on se rend compte que cette page en fait, Google qu'on a l'habitude de voir tous les jours, qu'on accède en fait et sur lequel on va pouvoir appuyer sur le petit micro Search by Voice. En fait, le micro n'est accessible que sur Chrome et peut-être Edge. Mais en tout cas, si on va accéder à google.com depuis Firefox, il n'y a pas le petit micro. Voilà, donc c'est encore pas non plus si utilisé et si ouvert que ça. Alors, effectivement, donc l'open source a pris un peu de retard, mais les 3 dernières années, en fait, il y a quand même beaucoup d'avancées, énormément même. Juste en bas, en fait, c'est une technologie qui, en fait, s'est arrêtée en 2019, hein, mais qui est encore utilisée, en fait. Donc, nous l'avons aussi utilisée dans un contexte assez particulier parce qu'on a pu l'utiliser, on a pu l'étendre. Mais depuis, en fait, donc depuis 2019, avec tout l'essor en fait du machine learning, du deep learning, on voit en fait des bibliothèques apparaître. Donc, Kaldi, en fait, c'est une bibliothèque très puissante. Hein. Donc, c'est une bibliothèque bas niveau, mais qui fournit des algorithmes, des recettes, des modèles qui peuvent être ensuite intégrés, étendus. Et c'est sous licence Apache, en fait. Donc, c'est très ouvert, en fait. Vosk API, en fait, c'est un serveur. Donc, c'est toujours une bibliothèque open source également, qui est construite, en fait, au-dessus de Kaldi et qui fournit, en fait, un support pour 20 langues, qui fournit en fait du support pour plein de langages de programmation aussi.
Euh, des modèles aussi open source, certains en fait très puissants sous licence Apache. Et donc, c'est une technologie qui fonctionne très bien, qui fonctionne aussi en offline, qui fonctionne. Donc, on n'a pas besoin en fait d'envoyer en fait les données sur Internet. Je pense aussi. Ok. Et donc, plus récemment, donc il y a aussi une initiative de Mozilla. Je crois qu'ils ont un stand aussi en fait à la conférence. Donc, ils parlent justement de l'initiative Common Voice. Euh, Et donc, c'est une initiative qui va plus loin que le machine learning, donc qui vise à intégrer du deep learning en fait dans la technologie. Et donc, bien entendu, c'est open source. Et donc voilà, il y a ces deux projets en fait chez Mozilla. Donc le projet Deep Speech qui se base sur des approches deep learning et le projet Common Voice. Donc le projet Common Voice en fait c'est un peu inhérent en fait à la manière dont le deep learning fonctionne en fait qu'on va voir après. C'est un projet en fait où on peut donner sa voix en fait à la communauté. Bon, la réalité, c'est qu'on donne sa voix déjà en fait quand on parle à son téléphone, quand on utilise un assistant vocal, ou même quand on l'utilise pas parfois en fait, parce que voilà, notre télé peut enregistrer aussi ce qu'on dit et tout. Donc on la donne en fait cette voix, mais on a coché la case comme quoi on accepte les conditions de Google, de Amazon ou de Apple. Alors donc le projet Common Voice fonctionne un peu pareil, c'est juste que c'est un opt-in en fait. Donc il faut y aller en fait, il faut aller sur le site et lire un texte ou écouter un texte et valider que ce qui a été transcrit, c'est correct. D'accord. Donc c'est la manière en fait de contribuer en fait, mais de façon opt-in avec sa voix pour faire avancer la technologie. Très simplement et succinctement, comment c'est censé fonctionner. En gros, ça fonctionne en fait avec d'abord de l'enregistrement de voix, comme on vient de le dire, et puis ensuite on découpe la voix en petits morceaux de phrases qui vont être donc détectés indépendamment les uns des autres. Et en fait, ces petits morceaux sont soit bons, soit pas bons, et il y a une boucle de retour, donc ça c'est l'aspect deep learning, qui va donc d'abord générer les petits morceaux, vérifier s'ils sont bons ou pas, les corriger et se mettre à jour, et puis recommencer comme ça son apprentissage. Et donc cette phase d'entraînement, en fait, elle est essentielle et donc et souvent elle est liée en fait à un gros volume de données. Et donc voilà, d'où le projet Common Speech. Voilà. Et une fois que le modèle est entraîné, il peut être du coup récupéré et utilisé directement. Je... Petite démo. Ouais, donc là, on va passer en fait, on va passer donc à Vosk API en fait, donc qui est une bibliothèque. Bon, on va faire après éventuellement le compte rendu, mais c'est une bibliothèque qui fonctionne en local, en offline. Ça peut fonctionner sur un tout petit device en fait, un Raspberry Pi ou quelque chose. Et donc c'est très très puissant en fait. Donc juste pour donner un exemple, donc ici en fait j'ai téléchargé tout simplement en fait Vosk API, donc il y a une petite configuration mais pas forcément très complexe. L'avantage de Vosk API en fait c'est que c'est déjà un peu pas forcément clé en main mais c'est très facile d'installation. C'est aussi l'objectif du projet en fait, donc au-dessus de cette bibliothèque Caldi qui est très puissante. Et donc là, en fait, je vais vous montrer après. Donc, il y a un modèle en fait pour le français qui fait même pas 50 mégas, qui est sous licence Apache. Et vous pouvez le voir en fait que la technologie peut transcrire ce que je dis en temps réel en fait. Donc, il n'y a pas d'accès à Internet, il n'y a pas d'envoi en fait des données à un service externe. Tout se passe en local. Donc je ne sais pas, je n'arrive pas trop à suivre ce qui est écrit, mais en tout cas j'espère que ça écrit ce que je dis. Voilà. Et donc juste pour vous montrer, donc vous voyez en fait il y a un petit modèle en fait. Donc les modèles anglais et français donc ils font 40 mégas, moins de 50 mégas en tout cas. Et
Et donc, et sans sous licence Apache aussi. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'aller trop loin, en fait, pour avoir quelque chose de très, très pertinent. Bien entendu, ces modèles, en fait, on peut les créer soi-même, on peut les étendre, et c'est ça, en fait, qui fait la valeur, en fait, de la technologie. Et donc, il y a des modèles qui ne sont pas open source, il y a des modèles qui sont open source, mais sous licence pas Apache. Il y a des modèles qui coûtent très cher aussi. Et donc, voilà. Mais ça, c'est l'avantage, en fait, de open source, donc on peut l'étendre comme on veut. On va aussi adresser un petit peu, en fait, très rapidement, une limite, en fait, de cette approche et qu'on a essayé de résoudre aussi chez All.Site et Adeline. Donc, vous l'aurez compris, tout dépend, en fait, du modèle. Donc, plus votre modèle est entraîné, plus il y a de données, en fait, pour entraîner le modèle, plus c'est pertinent. Lorsque le modèle est mauvais, on n'a pas forcément un bon résultat. On va faire en fait un test ici donc, pour introduire la suite en fait. Donc, je vais supprimer le modèle, le modèle français en fait, et je vais juste brancher un modèle qui est moins bon. Je vais brancher le modèle anglais en fait. Donc je vais faire juste, excusez-moi, un peu de reflet. Donc le modèle anglais à la place du modèle par défaut. Et donc, je vais relancer le programme. Et donc, on peut s'attendre, en fait... Hop là. Ça n'a pas marché. Ok. Je vais juste copier ça avec... c'est ma copie qui n'a pas marché. Ok, c'est pas grave. Donc, excusez-moi pour ce petit... on va faire comme ça. Donc, on supprime le modèle. Delete. Et donc, on va brancher un modèle erroné, en fait, à la place. Ça, c'est l'effet démon. Voilà, ça devrait fonctionner mieux. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais parler, en fait, à l'ordinateur. C'est juste que je suis en train de parler en français, alors que le modèle, il n'est pas entraîné, en fait, pour le français. Et d'ailleurs, il y a très peu de modèles, en fait, qui savent, en fait, traiter à la volée, en fait, du multilangue, en fait. Voilà. Et donc, on retourne, en fait, on retourne à la présentation. Donc, en résumé, une bibliothèque très puissante, open source sous licence Apache, qui fonctionne en offline. Et les limites, telles qu'on les a vues. Juste pour dire en fait où est-ce qu'on a besoin en fait du multilangue, parce que en fait dans la vie d'aujourd'hui, en fait, ça dépend aussi où vous travaillez, mais il y a par exemple si vous travaillez en Belgique, il y a des réunions en fait où on entend de l'anglais, du flamand et du français en fait dans la même réunion. Et donc ça arrive. Il y a aussi dans la vie de tous les jours en fait, il y a pas mal à la maison on peut parler en fait à ses enfants une autre langue en fait et donc et il y a aussi beaucoup de contenu également, que ce soit des vidéos en fait ou du contenu de formation en fait. Donc là c'est un exemple c'est une chanson qui est en multilangue en fait. Donc on a ce use case là. Et c'est un peu pareil chez nos amis Google, puisque en fait, là on a un exemple avec Google Meet où on a activé en fait la transcription automatique du texte. C'est exactement la même chose. On choisit un modèle avec une langue. Si on n'a pas pris le bon modèle, il va rien comprendre non plus, et il n'est pas non plus capable d'aller retranscrire, et ni même de comprendre que c'est pas le bon langage. En tout cas, c'est pas du tout fait là. Donc là, on a l'exemple où on parle en français avec de l'interprétation de texte anglais. Donc c'est vraiment important de bien choisir le modèle. C'est pour dire qu'en fait, il y a de l'avancée à faire un peu partout.
Ouais, à ce sujet-là, on a un speech qu'on avait fait à Berlin Buzzwords 2021 sur le sujet du speech to text multilingue, où on a mis en place une solution, ou en tout cas tenté de le faire, en utilisant Elasticsearch et puis une lib open source. Ouais, on va aller un peu plus CMUS vite, 5. mais juste le principe en fait derrière ce qu'on a fait en fait, c'est que on s'est basé sur donc une translation en fait du texte qui est la translation que vous avez peut-être vu à l'école en fait, donc qui parle en phonème en fait. Donc on réfléchit pas en langue, on réfléchit en phonème. Donc on dit voilà, c'est que des sons en fait. Donc quelle que soit la langue, ces sons, c'est un sort de langage international en fait. Et donc on s'est basé là-dessus en fait pour en fait court-circuiter un peu les librairies qui existaient pour ne pas générer en fait du français et de l'anglais, mais générer des phonèmes. Et donc là vous voyez en fait l'alphabet IPA donc pour les phonèmes. Ou bien en bas c'est il y a une alternative qui s'appelle Arpabet euh, qui euh, qui vise la même chose. Ouais, on a une dernière démo à vous montrer. Et avant ça, je voulais juste vous reparler des différentes utilisations du speech to text. Comme je le disais, on a vu un petit peu la retranscription déjà avec l'exemple de Google Meet. On a aussi, surtout, ce qu'on va voir juste après, un besoin d'indexer des contenus, puisqu'il y a de plus en plus de contenus médias et puis de plus en plus de besoin de faire le tri là-dedans et d'être capable de rechercher dedans. C'est notamment ce qui nous intéresse chez Adeline, cette partie-là. Donc, par exemple, voilà, des bases de connaissances de vidéos, des podcasts, des conférences. Et puis, j'ai mis en dernier, en fait, reconnaître une requête à un assistant vocal ou un robot, parce qu'au final, c'est une application très visible, très intéressante, mais peut-être pas le plus gros de l'utilisation aujourd'hui. Et voilà, un petit speech sur ce sujet assistant vocaux qu'on avait donné aussi à Elastic Donc Conference. le cas d'utilisation assistant vocal est très bien supporté par tous les services en ligne. Donc l'open source et puis le offline n'apportent pas forcément grand-chose là-dessus. Mais c'est juste pour, voilà, on sait qu'on peut le faire. On peut se passer en fait des services Amazon, Google qui sont très puissants et disponibles. Mais voilà. Ça, c'est donc un dernier use case en fait, et donc pour vous montrer comment nous on utilise en fait ces technologies. Donc sur all.site, donc qui est un moteur de recherche, comme je disais, comme Google, qui permet d'indexer du contenu sur Internet, mais également en fait du contenu que Google ne peut pas accéder. Et donc le use case en fait, c'est avec du contenu en fait de formation. Et ces contenus-là, en fait, donc là c'est un exemple, en fait, c'est des formations données par Stripe, mais, mais c'est valable en fait dans toute entreprise. Euh, donc c'est du contenu en fait qui est souvent, donc là dans cet exemple-là, si vous regardez sur ce contenu-là, il y a 90 pages HTML et 10 vidéos. Donc il y a quand même 10% de contenu média en fait dans les formations, généralement dans les formations, parfois il y en a beaucoup plus. Et donc et aussi sur les intranets, etc., d'entreprises, souvent le contenu maintenant se distribue sous forme de audio et vidéo. Et donc, nous avons utilisé donc Vosk API pour justement, en tant que crawler, ne pas s'arrêter aux vidéos. Donc, lorsqu'on va chercher en fait les données pour les indexer, on va crawler en fait un site web. Les moteurs de recherche d'aujourd'hui en fait s'arrêtent au contenu média. Ils indexent probablement en fait et certainement les métadonnées en fait du contenu média, donc le nom de la vidéo, éventuellement quelques métadonnées qui sont disponibles, mais ne vont pas au-delà. Donc là en fait c'était pour s'affranchir de ça. Donc on est allé en fait à indexer le texte qui se trouve à l'intérieur des vidéos, au même titre qu'on peut indexer le texte qui se trouve à l'intérieur des images avec de l'OCR. Et donc là, par exemple, on peut faire quelques recherches. Ici, on a fait une recherche, innovation, et on a à la fois du contenu HTML et du contenu média qui remonte. Et donc le texte qui est trouvé, il se trouve à l'intérieur de la vidéo. Donc c'est quelqu'un qui parle, donc on voit l'extrait ici, qui est l'extrait texte dans la vidéo. D'accord, donc la deuxième réponse ici dans cette requête-là, dans ce résultat de recherche, c'est une vidéo. Et je pense qu'on a fini.
Voilà. On a démarré aussi un peu en retard, mais voilà. Merci pour cette présentation, c'est vraiment très intéressant. Alors normalement, on n'aurait pas de temps pour une question, mais c'est la pause. Alors s'il y en a qui veulent sortir, vous pouvez. S'il y a des questions, on peut en prendre une. Question ? Donc, merci pour la conférence. J'ai une question. En fait, donc, en ce qui concerne donc la démarche inverse, est-ce que vous connaissez des bonnes bibliothèques pour la synthèse vocale? C'est une très bonne question. Malheureusement, non, c'est pas forcément notre métier. Nous, on est plutôt dans le métier de chercher la donnée et la rendre accessible. Mais effectivement, on n'y a jamais pensé. En fait, on est tellement formaté sur notre manière de fonctionner qui est on cherche la donnée, on la rend accessible qu'on n'y a pas pensé. Ouais, c'est vrai que mais c'est un bon sujet en fait. On s'était penché un peu sur le sujet, mais alors vraiment un petit peu, je ne vais pas pouvoir répondre plus que ça. Mais justement, en parlant du talk sur les assistants vocaux, en fait, on s'est rendu compte que finalement, pour présenter des résultats, c'était assez vite limité de répondre avec juste de la voix. Et peut-être on a eu tort parce qu'effectivement, pour des raisons d'accessibilité évidentes, il faut vraiment qu'on se penche sur le sujet de répondre avec de la voix aussi. Mais c'est vrai que ça a été un peu plus... on est vite parti sur montrer une image alors que j'ai parlé à mon assistant vocal. Mais je prends le point pour la prochaine version de la conférence sur les assistants vocaux. On ne se loupera pas. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous retrouver sur un stand ? Eh ben, on va se balader simplement. On est mobile. On est tous les quatre là. Donc, Luciane, Vincent, Sébastien, n'hésitez pas à venir nous faire coucou. On va essayer de se mettre des autocollants sur la tête. Mais je pense que vous nous retrouverez facilement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.